d'après les accords qui ont été conclus, ce prêt va simplement permettre à l'État congolais d'avoir une sorte d'appui budgétaire, une sorte de facilité financière, parce que c'est vrai que le pays aujourd'hui est exsangue, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important dans le cadre de cet accord, qui peut, c'est vrai, nous réjouir, mais pas faire dans le triomphalisme. Nous réjouir pourquoi? Parce que pendant 2 ans, on avait l'impression que notre pays était ostracisé, c'est-à-dire isolé, coupé de la communauté financière internationale. Donc le fait qu'aujourd'hui, le Fonds monétaire international arrive à conclure cet accord avec notre pays, ça veut dire que toutes les institutions financières du monde vont à nouveau retrouver à travers le Congo une certaine crédibilité. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas une occasion de faire la fête, parce que nous allons nous retrouver pendant 3 ans en programme avec le Fonds monétaire international. Et un programme, ce n'est pas facile. Ça veut dire que nous aurons des indicateurs de performance à respecter. Et tous les 6 mois, nous serons contrôlés par les experts du FMI. Et il faut rappeler aussi aux Congolais que nous n'avons jamais réussi à aller au bout d'un programme. On n'a jamais réussi à conclure un programme, c'est-à-dire à le terminer. J'ai une petite expérience. En 1995, j'ai ma propre société et j'avais soumissionné au comité de privatisation à l'époque du président Lissouba, où nous étions dans un programme d'ajustement structurel renforcé avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Je peux vous dire que travailler avec des experts de Washington, ce n'est pas une mince affaire, parce qu'ils vous suivent pas à pas. Et comme nous savons tous les causes à la fois endogènes et exogènes qui nous ont conduits à cette situation, les causes exogènes, c'est la chute du prix du baril du pétrole, c'est-à-dire le contre-choc pétrolier qui a touché la quasi-totalité des pays de la CEMAC. Mais je peux vous dire qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Ce contre-choc pétrolier, le président l'avait vu venir. Sinon, il n'aurait pas décidé de diversifier l'économie de notre pays. Et moi qui ai eu la responsabilité, justement, modestement, de tenter d'engager ce processus de diversification de notre économie à travers le ministère que j'ai occupé à partir de 2009, je peux vous dire que j'y ai consacré 8 ans de ma vie, ce n'est pas rien. Je peux vous dire qu'on savait que ça devait arriver. Lorsqu'on analysait de manière prospective l'économie de notre pays, l'économie du monde. Mais malheureusement, ce processus ne s'est pas fait comme nous l'espérions avant que le contre-choc pétrolier n'arrive pour que celui-ci soit amorti. Et nous savons aussi que de manière interne, nous avons quand même quelques soucis. Et ce sont les points sur lesquels le Congo s'est mis d'accord avec le Fonds monétaire. C'est-à-dire faire preuve de transparence dans la gouvernance de notre pays, la gouvernance économique et financière de notre pays, lutter contre la corruption. Nous savons tous que c'est un fléau dans notre pays. Et donc à partir de là, et ça c'est un point de vue personnel, faire en sorte que les populations qui aujourd'hui s'interrogent sur le contenu de cet acte des populations, nous savons qu'il y aura des mesures assez difficiles à faire passer. Et la première chose, ce sera, je crois, pour que les gouvernants ou le gouvernement ou ceux qui ont la responsabilité du pays retrouvent une certaine crédibilité au niveau des populations, c'est de réduire, de baisser, si vous voulez, le train de vie de l'État. Et il faudra qu'il y ait vraiment un travail d'explication vis-à-vis des populations pour que ce programme soit vraiment accepté et que les populations l'accompagnent. Donc il faut un consensus autour justement de ce programme.
Oui, il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas se le cacher. Nous devons tous et à tous les niveaux revoir notre culture de la gouvernance. C'est-à-dire lorsqu'un Congolais se retrouve en responsabilité quelque part, qu'il soit chef de service, qu'il soit DAF, directeur, ministre, etc. Mais il faut qu'il sache qu'il travaille d'abord pour son pays, qu'il ne travaille pas pour son plaisir immédiat. Et ça, c'est une véritable réflexion qu'il faut conduire. Et c'est l'un de nos, comment je peux dire ça, de nos travers. Et moi, avec ma petite expérience, je me rappelle que sous le parti unique, l'argent était tabou. L'argent facile était tabou. Il y avait même, à tort bien sûr, le mot bourgeois était considéré comme une insulte. Et d'ailleurs, même le président Marien Ngouabi, à un moment donné, était obligé de rectifier le tir ou de réajuster le tir en disant que nous avions besoin d'une bourgeoisie nationale. Voilà. Mais lorsque la conférence nationale, qui est arrivée à un moment historique particulier de notre pays et l'histoire du monde, eh bien, je crois que ceux qui avaient fait le constat de l'échec du système politique monopartite ou monolithique avaient également conclu que le corollaire de ce système, qui était l'économie étatique, c'est-à-dire l'État était au cœur de toutes les activités économiques, eh bien, avait également échoué. Donc, on évoluait vers un système politique démocratique, donc ouvert, n'est-ce pas? Et il fallait donc aussi qu'on ouvre l'économie, donc on aille vers une économie ouverte. Mais ceux qui ont réfléchi justement à la fois à l'ouverture politique et avec son corollaire, l'ouverture économique, ont oublié de placer au cœur de cette ouverture ce que je considère comme la cellule de l'économie libérale, de l'économie ouverte, l'entreprise et l'entrepreneur. Donc à partir de là, on a considéré qu'on pouvait psychologiquement, de manière inconsciente, gagner de l'argent et s'enrichir. Mais l'enrichissement est venu d'où? Il est venu de ceux qui occupaient les fonctions au niveau de l'administration, au niveau de la fonction publique et au niveau de l'État. Et ça, au niveau même de la perception populaire, on trouvait normal que, bon, Akwala, il est directeur général quelque part, et c'est normal qu'il ait des hommes d'affaires qui se retrouvent à Noura ou à la Mandarine, et qui sont perfusés par le Trésor, qui attendent le budget de l'État pour produire des factures, des surfacturations, et ainsi de suite. Donc c'est une culture qui s'est emparée de tout le pays. Et donc c'est le résultat de tout cela. Donc oui, celui qui est au centre des difficultés actuelles, c'est le Congolais lui-même. Et donc, cette période qui s'ouvre va être une période difficile, mais c'est une période qui doit nous permettre de nous remettre en cause sérieusement, afin que vous qui êtes jeunes et d'autres, eh bien, ayez demain des perspectives d'avenir qui soient positives. Parce que sinon, ça sera extrêmement difficile que notre pays puisse, je veux dire, à plus de 60 ans, près de 60 ans d'existence, il nous reste combien d'années pour que le Congo ait 100 ans? Mais on risque, j'allais dire, de voir notre pays disparaître. Parce qu'aucune nation n'est éternelle, dans un environnement de convoitise, de compétition, et voire même de culture d'envahissement des pays par d'autres pays. Donc c'est important que le Congolais se remette en cause du plus haut sommet de la pyramide et au bas de la pyramide.
Pas du tout. Nous avons eu dans ce pays des budgets de 4 000 milliards. Voilà. Donc je crois que ce qu'on reçoit là, et ça ne sera pas d'un seul coup. Hein. Donc nous avons dépensé plus que ça dans les municipalisations accélérées. Non. Pour moi, c'est une occasion pour remettre de l'ordre à la fois dans les têtes, dans l'administration, dans les esprits et dans notre culture du travail. Et moi, je suis persuadé que si il y a une très forte volonté politique dans ce pays, une lucidité dans la direction des affaires de notre pays, et que les Congolais sortent de cette culture qui voudrait qu'on vive sa passion ou ses fantasmes personnels sur le dos du pays, sur le dos de l'État, et qu'il y ait des Congolais plutôt qui vivent passionnément leur pays, ce pays peut s'en sortir. Parce que, modestement, là où j'ai été, c'est pour ça que je m'autorise quand même à parler, et c'est mon devoir de le dire, j'ai quand même eu accès à une expertise exceptionnelle, qui est celle de Singapour. Et je sais que ce pays a, comment dirais-je, un potentiel de création de richesse nationale qui peut atteindre les 5 milliards de dollars par an. Et notre endettement extérieur des combien? Vous pensez que la Chine signe un partenariat avec nous pour nos beaux yeux? Non. Vous pensez que le président a bénéficié d'une visite d'État à Singapour après Abdou Diouf, qui était le dernier chef d'État d'Afrique francophone, a bénéficié d'une visite d'État à Singapour? C'était pour les beaux yeux du président? Non. Vous pensez que le président s'est retrouvé en visite d'État à l'île Maurice? C'était pour les beaux yeux du président? Non. Parce que ces pays-là savent pertinemment que ce pays est riche. Vous pensez que les États-Unis qui décident d'ouvrir une chambre de commerce américaine au Congo, c'est pour les beaux yeux du Congo? Non. Donc, il va falloir que nous nous retrouvions tous et que l'on redevienne sérieux. Et que ceux qui hier vivaient leur passion et fantasme sur le dos du Congo changent. Et que ceux qui veulent passionnément servir le Congo, eh bien, travaillent. Pas pour eux, mais pour l'avenir de notre pays. La Chine le fait, c'est normal. Dans le cadre du partenariat stratégique, il y a un certain nombre d'appuis financiers et de prêts qui ont été effectués pour réaliser les projets. Et bon, ça c'est un autre débat sur la viabilité de ces projets, la valeur réelle de ces projets, etc. Mais la Chine est un État responsable et la Chine ne peut pas laisser partir, entre guillemets, autant d'argent pour les beaux yeux du Congo. Non. La Chine a fait un rééchelonnement parce qu'elle veut retrouver son argent. Et je pense que nous avons à peu près entre 2021 et 2036 pour rembourser cet argent. Même si je sais qu'il y a quelques voix qui contestent un peu bon, la validité de cet endettement, etc. Mais ça, c'est un débat qui peut-être s'ouvrira. Mais on ne peut pas refuser à la Chine le droit de vouloir récupérer son argent en essayant de faire ce rééchelonnement. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que beaucoup de Congolais l'ignorent. Nous avons un statut particulier en Chine. Je discutais dernièrement avec un diplomate qui a travaillé en Chine, d'une ambassade africaine, qui est actuellement à Brazzaville, qui me disait qu'en Chine, il y a dans le corps diplomatique, les représentations diplomatiques, il y a certes les grandes puissances, les pays du Conseil de sécurité, etc. Mais en Afrique, cet Africain me dit que le Congo avait un traitement privilégié par rapport aux autres nations africaines. Pourquoi? Parce que nous sommes le premier pays d'Afrique noire à reconnaître la Chine, à l'époque où la Chine était plus ou moins contestée par les grandes puissances. Vous retrouverez sur la toile, certainement, cette interview du président Massamba Deba,
parce que c'était sous le président Massamba Deba que cette reconnaissance a eu lieu. Et le président de la République était à l'époque jeune officier. Il a fait partie de l'équipe de précurseurs qui s'est retrouvée en Chine. Donc les Chinois, comme tous les grands pays, travaillent avec une fidélité à la mémoire historique, une fidélité à leur histoire. Donc nous, Congolais, ignorons cela, parce que nous n'avons plus de mémoire. Si moi déjà, ceux de ma génération ont du mal à l'avoir, combien de fois vous autres? Donc la Chine sera toujours un partenaire sur qui on pourra compter, mais à condition que nous soyons capables d'être sérieux. Voilà.